Voilà, on me dit quand je veux, ben voilà, c'est très bien. Alors merci à vous messieurs d'être avec nous. Je pense que voilà, on va vous présenter ou vous vous présenterez au fur et à mesure. Je leur disais finalement dans ce moment de transition, c'est pas inintéressant de poursuivre un petit peu ce qui a été évoqué dans cette première table ronde autour des enjeux du numérique et peut-être de ce que l'on nomme aujourd'hui les technologies du numérique. Et je vous propose peut-être qu'on essaie de faire un petit point avec vous, Monsieur Michel Plantevin, sur ces questions-là. On verra ensuite avec Monsieur Valencien peut-être le regard du chirurgien, puisque aujourd'hui, je crois savoir que la robotique s'est fortement installée dans les hôpitaux. Et puis on s'intéressera aussi à un autre aspect qui est tout l'aspect en amont, finalement, tout ce que le diagnostic peut permettre. Et dans un deuxième temps, parce que je rappelle que c'est une de nos questions, est-ce que tout ça se fait bien au service du patient? Puisque c'est une question importante. Dans la table ronde précédente, on a effleuré la question des inégalités que pouvait gérer effectivement toute cette technologie maintenant qui vont se mettre en place. Et c'est peut-être pas neutre si on considère que la santé est un droit élémentaire pour chacun d'entre nous. Donc, Monsieur Plantevin, si vous voulez bien, alors vous représentez la structure ICAR Cluster, peut-être nous en dire rapidement deux mots. Oui, le cluster ICAR est une association qui a été créée en 2011 par la région Rhône-Alpes à l'époque et qui a vocation à fédérer l'ensemble de l'écosystème des technologies de santé sur la région, c'est-à-dire les industriels qui interviennent dans le domaine de la santé, dispositifs médicaux et numériques pour l'essentiel, ainsi que des établissements de santé comme les centres hospitaliers et le monde académique. Donc c'est une association qui a pour objectif de promouvoir les acteurs des technologies de santé dans la région. Très bien. Alors peut-être rapidement quelques mots sur qu'est-ce qu'on met derrière ces notions aujourd'hui de technologie numérique mise au service de la santé. Alors la notion de technologie est une notion assez complexe à appréhender, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui essentiellement trois technologies qui ont des technologies numériques, j'entends, qui ont le potentiel de transformer la santé à l'horizon 2050, puisque c'est notre horizon, d'une façon globale. J'entends par là la prévention, le traitement des pathologies et puis l'accompagnement de la vieillesse et de la perte d'autonomie. Ces trois technologies sont l'intelligence artificielle, la robotique, d'ailleurs elles vont ensemble et on le verra, et une dernière technologie qui s'appelle la blockchain, qui est beaucoup plus mystérieuse, qui est beaucoup plus jeune puisqu'elle est née en 2008, donc c'est un bébé en termes de technologie, c'était hier. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau en revanche. Ça a été inventé dans les années 50, mais c'est une technologie qui a véritablement pris son essor dans la dernière décennie. Et c'est pas tout à fait un hasard, en tout cas ça s'explique, puisque l'intelligence artificielle n'a d'intelligent que le nom. Elle n'est pas intelligente au sens où l'homme est intelligent, au sens où l'homme raisonne. Les algorithmes d'intelligence artificielle, ce sont des programmes informatiques qui font des calculs probabilistes, qui font des calculs statistiques et qui mettent des données en corrélation, des données qu'on a mises à leur disposition, qui les mettent en corrélation pour définir des résultats probables. Plus récemment, dans les 10 dernières années, grâce à la technologie des réseaux de neurones qui simulent le fonctionnement de neurones biologiques, l'homme a réussi à doter l'algorithme d'intelligence artificielle de capacités à apprendre par lui-même, à s'auto-améliorer. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou le deep learning. Donc aujourd'hui, un algorithme d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un formidable dévoreur de données, c'est un formidable résolveur de problèmes, mais c'est que ça. D'accord. Donc finalement, il va nous faire gagner du temps. Il va nous faire gagner du temps, il va nous apporter de la précision. D'accord. Et on verra que dans la robotique, ça va jouer un rôle important. D'accord ? Absolument. Donc, premier point, intelligence artificielle. Absolument. Le deuxième point, donc la robotique, effectivement. Alors la robotique, elle n'a de sens aujourd'hui que quand elle est associée à de l'intelligence artificielle, et en particulier dans le domaine de la santé. Si je reprends l'idée de l'algorithme d'intelligence artificielle qui a digéré des quantités énormes de données sur une pathologie, sur les circonstances dans lesquelles elle intervient, sur les caractéristiques des individus qui en sont affectés, sur les traitements qui ont été mis en place et les résultats obtenus, eh bien, si j'associe cette intelligence artificielle à un robot multi-axe, très rapide, qui est capable de faire des gestes très précis, ou bien un robot miniature capable de s'introduire dans le corps humain, on peut potentiellement obtenir un système, une solution,
qui sera capable, à terme, en 2050 ou voire avant, de poser un diagnostic, d'établir un protocole de traitement et voire d'intervenir chirurgicalement sur le patient. Tout ça sans intervention humaine, ou presque. Donc on n'est plus tellement dans la science-fiction. Troisième élément, la blockchain rapidement, et puis je reviendrai sur ce deuxième élément avec M. Valencien, parce que c'est important d'avoir son sentiment. Ouais. Alors la blockchain, c'est une technologie effectivement assez mystérieuse. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système de stockage de données dans le cloud, mais un système de stockage de données totalement réparti, c'est-à-dire que les données sont réparties sur l'ensemble de la planète dans un certain nombre d'ordinateurs. Ce stockage de données, il est fait de façon automatisée, sécurisée, et une donnée qui est stockée dans une blockchain, elle devient immodifiable, inaltérable, et on ne peut plus la supprimer. C'est ce qu'on appelle un tiers de confiance numérique, c'est-à-dire une autorité qui est capable d'authentifier, de certifier une donnée, une transaction. Alors des tiers de confiance, on en connaît tous dans notre vie de tous les jours. Notre notaire est un tiers de confiance, notre assureur est un tiers de confiance, un huissier de justice est un tiers de confiance. Eh bien, la blockchain, c'est une technologie qui a le potentiel de devenir ce tiers de confiance numérique. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on l'a entendu dans la table ronde précédente, c'est pour ça que je fais un peu la transition, elle nous assure une vraie confidentialité? On a entendu tout à l'heure, je dirais effectivement c'est très intéressant, on va pouvoir mobiliser des quantités de données, on va pouvoir les croiser, mais en même temps, quid finalement de ces données qui sont toujours au départ des données personnelles? Alors, une vraie confidentialité, je ne sais pas. Cette technologie est très récente. Elle recèle un fort potentiel de transformation, mais est-ce qu'elle va le concrétiser? On pensait tous que la blockchain était inviolable et on a appris ce week-end qu'il y avait eu un casse effectivement virtuel, puisque la blockchain a été inventée en fait pour gérer les transactions au niveau des monnaies virtuelles telles que le bitcoin. Et effectivement, ce week-end, on a appris que des serveurs qui géraient des bitcoins ont été hackés. Donc finalement, cette techno, est-ce qu'elle est aussi porteuse d'avenir que ce qu'on pensait? Elle est toute jeune, donc son potentiel reste à démontrer. Il faut finalement qu'on accepte irrémédiablement une forme de fragilité de ces systèmes. Absolument. Ok. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Monsieur Valencien, vous êtes chirurgien, vous êtes président de l'Académie de médecine. J'ai entendu la robotique, ça vous convient parfaitement, finalement, demain, pour faire votre métier? Ah oui, aucun problème. C'est déjà le cas. Et actuellement, nous télémanipulons. C'est-à-dire que nous utilisons des joysticks et c'est nous qui faisons marcher des bras télémanipulés. Mais on a déjà été éjecté de la table d'opération. Avant, j'opérais debout, appuyé contre le malade, et maintenant je suis à 3 mètres avec une vision 3D extraordinaire, la prostate grosse comme une noix, je la vois comme un melon, et les bras télémanipulés me permettent de faire 360 degrés. Ma main est coincée, le radius et le cubitus se bloquent. J'ai une anatomie qui me dessert. Et donc la machine va m'aider à faire mieux. Et demain, elle fera toute seule. On est en train de travailler sur des récepteurs de prostate, cette petite glande qui gêne les messieurs de mon âge et qui me fait vivre comme urologue, bien évidemment. On va pouvoir dessiner, on dessinera le volume qu'il faudra retirer pour retrouver un jet d'un gamin de 12 ans, et en même temps, et ensuite la machine le fera tout seul. D'accord. Donc c'est enfin, dans les deux sens du terme, si j'ose dire, c'est un message d'espoir. Oui, non, mais pour, moi je resterai, pour les gens qui ont des problèmes de vessie, oui. Et puis pour l'avenir effectivement de la chirurgie. Voilà, et mon métier restera à ce qui est à l'essentiel, c'est-à-dire la mise en l'explication, l'accompagnement, l'empathie. C'est ça la médecine. On a été un peu dévoyé dans ce mode-là par la technologie qui nous a débordé. Il faut revenir à l'essentiel. Le plus beau, c'est la consultation. Quand vous avez le malade à la fin qui vous dit « Et docteur, si c'était vous ?» Donc, en gros, dites-moi, faites-moi ce que vous feriez pour vous, on a gagné la partie. Et ensuite, quand on a confiance, on peut agir ensemble. Donc, c'est ça le rôle du médecin et du chirurgien. Ça veut dire ramener les technologies à la place réelle qui sont les leurs? Non, elles seront là pour faire la quasi-totalité du boulot. Qu'est-ce qu'il me restera comme chirurgien? Toute la chirurgie non programmée. La complexe, l'urgence, l'occlusion, la péritonite, des trucs qu'on ne peut pas modéliser. Ça, oui. Il faudra des chirurgiens pour ça. Le reste va être délégué à des ingénieurs opérateurs qui seront formés avec la facilitation technologique d'aujourd'hui, formés en 4 ou 5 ans, comme les pilotes. Ils seront formés pour une aire anatomique donnée, pour des robots donnés à suivre, exactement comme les pilotes, et en fonction du changement d'instrument, ils réapprendront, comme les pilotes de ligne. C'est la même chose. Donc on va vers ça, et les radiologues vont aussi morfler, alors comme des malheureux, parce que l'imagerie... Quand vous voyez qu'actuellement, avec les systèmes d'informatique, on peut arriver à 250 niveaux de gris quand mes yeux en voient 10 ou 15, on est foutu. Les anatomopathologistes qui regardent les frottis cervico-vaginaux,
Pareil, tout ça, ça va être screené. Tout ce qui sera normal va être fait déjà par la machine. Ça va éliminer au moins 50% de notre production médicale. Donc ça va nous renvoyer finalement à, là aussi, pardon, on l'évoquait tout à l'heure, l'avenir des métiers. Ça veut dire que votre métier va être presque un métier en émergence, il va être autre chose. Il faut moins de médecins. Cette espèce d'idée de plus de docteurs dans les villages, c'est absurde, parce qu'un médecin, c'est 13 ans d'études en moyenne. On parle de 2050, là. Donc vous voyez ce que ça va donner. Mesurer où nous en serons au point de vue technologique dans une génération. Reportez-vous à 84. Pour se remettre en arrière, il n'y avait pas Internet. Donc voilà, et on va continuer à vouloir du docteur dans le village parce qu'on était habitué à ce qu'il y ait un médecin à la maison auquel on frappait tous les soirs, le dimanche y compris. Je veux dire, c'est fini ça, c'est fini. Il faut moins de médecins, plus de professionnels de santé à niveau licence et master. Et il faut le faire tout de suite. Si on met aujourd'hui encore autant de radiologues qu'avant, cette année, ils vont sortir dans 12-13 ans. Mesurez ce qui va se passer avec les machines qui sont en train d'arriver. Donc c'est un problème politique. Si on n'anticipe pas, on va se retrouver avec des chômeurs ou des râleurs, j'ai plus de boulot, gna 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 gna, défiler dans la rue avec des pancartes. Donc ras-le-bol, quoi. Il faut s'y prendre tôt. Très bien, très bien. Voilà. Votre sentiment, je pense, va générer quelques réactions. Alors, on se tourne vers vous, Monsieur Ploquet. Vous êtes responsable, je crois, de l'innovation et de la recherche à Biomérieux, c'est ça? Voilà, c'était ça. Et on a créé cette année une nouvelle unité qui s'appelle Data Analytics, donc qui s'occupe des données pour la médecine, en particulier pour le diagnostic, avec l'idée de rendre ça concret. Voilà, alors là, ça c'est un enjeu, hein, c'est ce qu'évoquait M. Plantevin. La logique aujourd'hui, peut-être complémentaire de ce qu'était en train de dire le docteur Valencien dans la pratique, ça va être toute la capacité d'anticiper, d'aller encore plus loin dans la finesse du diagnostic, c'est ça? C'est un peu comme ce que vous décrivez ici. Donc le diagnostic, c'est une vieille technologie, c'est vieux comme la médecine. Hein. Les choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est en général oublié dans la médecine. On parle beaucoup de pharma, enfin en tout cas dans la partie industrielle. Hein. On parle beaucoup de pharma, on parle beaucoup de medical device ou de dispositifs médicaux, peu de diagnostic. La raison, c'est que les coûts du diagnostic sont assez faibles. C'est quelques pourcents, c'est 3-4% des coûts de santé. Et par contre, le diagnostic intervient dans plein de décisions médicales, 70%, 80%. Donc le rapport coût-bénéfice est favorable. Ce qui est très particulier chez nous, c'est que en fait, on est comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Nous, on fait des technos de l'information sans le savoir depuis toujours, parce que le produit final du diagnostic, c'est une information. Hein, c'est ça qui est important. C'est une information qui va être donnée à un médecin ou à un professionnel de santé qui va prendre une décision, qui va discuter avec son patient, qui va orienter une thérapie ou une autre. Et ça, c'est en train vraiment de changer, parce que sous la pression des nouvelles technologies, hein, notamment les technologies informatiques et l'intelligence artificielle, tout ça change. C'est-à-dire que le diagnostic n'est plus simplement à intervenir pour une maladie ou à un moment très très précis. Ça peut accompagner le patient du début de sa maladie à la fin, ou même l'humain bien portant. Il n'y a aucune raison de limiter le diagnostic à la maladie. On peut très bien penser aux gens qui sont bien portants. C'est la meilleure façon de ne pas tomber malade, c'est d'anticiper la maladie et de la prévenir. Donc le diagnostic est en train d'évoluer vers une sorte d'application qui est beaucoup plus large que ce qu'il était aujourd'hui, qui était assez ponctuel, assez limité. Et qu'est-ce que ça peut permettre? Parce que j'imagine que diagnostic, je vois recherche derrière. Qu'est-ce que ça peut permettre aujourd'hui que ça ne permettait pas peut-être quand on était dans des modèles un peu moins, j'allais dire, peut-être sophistiqués? Je ne sais pas si c'est le terme exact. Alors ça permet à la fin, pour nous le plus important, c'est un meilleur bénéfice médical et économique, les deux à la fois, parce qu'on est tous dans des systèmes de santé. On peut inventer des magnifiques technologies, si elles ne sont pas abordables économiquement, ça ne sert à rien. Donc notre objectif, c'est que le diagnostic soit médicalement utile et économiquement faisable. Et c'est ça la ligne directrice de tous les travaux qu'on mène. Et on élimine des technologies qui sont trop chères ou trop pointues, parce que ça ne permettrait pas à des patients à assez large échelle d'en bénéficier. Ça, c'est pour nous c'est la compréhension de l'encadrement médico-économique. Tous les systèmes de santé dans le monde sont quasiment en faillite, hein, c'est très compliqué. Hein. Voilà, notamment en France, on a un système extrêmement lourd, et dans d'autres pays. Il faut qu'on arrive à contribuer à une meilleure efficacité médico-économique. Donc finalement, je pourrais reformuler ma deuxième question sur quels intérêts, quels apports pour le système de santé de manière générale, dans sa dimension, si j'ai bien compris, économique, hein, face à une situation qui est celle qu'on connaît. Et puis deuxièmement, évidemment, quand même un apport réel pour le patient ou pas? Ah bah bien sûr, ça c'est le but normal. Enfin, il n'est pas question... Mais j'allais dire un apport réel pour tous les patients, hein, parce que ce sont des technologies qui coûtent très cher.
lorsque j'ai cherché un petit peu en préparant ce petit plateau, je me suis aperçu que, par exemple, on est en train de discuter pour un médicament, une molécule, je crois, mais qui vaut encore aujourd'hui 4 800 €. Alors, exemple. Donc, vous voyez le sens de ma question ? Donc, c'est sûr qu'il y a de nouvelles thérapies qui sont extrêmement onéreuses. Enfin, je pense que vous pourriez confirmer du côté médical. Hein. Ça pose un problème. Une des façons de bien régler ça, c'est de faire, par exemple, ce qu'on appelle des tests compagnons. C'est-à-dire que vous avez un patient, vous avez un médicament, vous n'avez pas de garantie que le médicament va marcher pour ce patient-là. Donc, ce qu'on essaye de faire justement dans des techniques de diagnostic un peu augmentées, c'est d'avoir un test qu'on appelle compagnon, qui va essayer de caractériser le patient en disant, voilà, est-ce que ce médicament va être actif ou pas ? Et donc ça, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que le coût du test par rapport au coût du médicament est marginal. Par contre, si on élimine des patients parce que le médicament ne marchera pas, c'est bien pour le patient et c'est bien pour le système de santé. Et à l'inverse, si le patient a été ciblé comme étant répondeur, c'est aussi bien pour les deux. C'est ce genre de technique qu'on essaye de mettre en place. Donc, encore une fois, c'est la valeur médico-économique, les deux à la fois, qui permettent d'assurer l'accès aux soins au plus grand nombre. C'est ça, donc finalement, à terme, voilà, c'est ça. Il y a une plus-value économique et une plus-value qualitative, les deux étant finalement fortement liés. Monsieur Plantevin, par rapport à cette question. Du point de vue de la technologie, ce qui change vraiment la situation aujourd'hui et ce qui effectivement contribue à généraliser l'accès à des diagnostics beaucoup plus pointus, c'est la masse considérable de données qui est aujourd'hui disponible et qui peut être digérée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça explique d'ailleurs la raison pour laquelle l'intelligence artificielle a connu cet essor très rapide au cours de ces 10 dernières années. C'est que l'apport d'Internet, dans un premier temps, depuis une vingtaine d'années, et l'apport du cloud, c'est-à-dire le stockage dans le cloud depuis une dizaine d'années, a permis justement à l'humanité d'accumuler une masse considérable d'informations, et en particulier dans le domaine de la santé. Et ce sont ces informations, ces données-là qui permettent aujourd'hui à l'IA, à l'intelligence artificielle, de vraiment montrer son potentiel. La donnée, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Un algorithme d'intelligence artificielle sans carburant, c'est un véhicule en panne sèche. Vous n'en faites rien. Et ce qui change vraiment la situation aujourd'hui, c'est la disponibilité de la donnée, qui permet effectivement d'avoir ces traitements statistiques probabilistes, en particulier dans le domaine des pathologies, et qui permet d'avoir une capacité à poser des diagnostics peut-être plus précis et à destination d'un plus grand nombre de personnes. Donc c'est là, je pense, par la masse critique, par l'effet masse, que la technologie permet d'abaisser le coût économique du diagnostic. Et pour le patient, vous êtes d'accord aussi qu'effectivement, à terme, ça représente, effectivement, si on est capable de bien cibler, de bien anticiper, ça représente pour lui aussi une plus-value. Ça représente incontestablement une plus-value, à la condition que le patient, où qu'il soit, ait accès à ces outils-là. Aujourd'hui, n'oublions pas que seulement, un peu plus de la moitié de l'humanité a accès à Internet. Ça veut dire qu'il reste encore un peu moins de la moitié de l'humanité qui n'a pas accès à Internet, donc qui n'a pas la capacité aujourd'hui d'accéder à des outils qui pourraient lui permettre de mieux se comporter, de prévenir certains comportements qui sont tout aussi importants que le traitement curatif. Est-ce que ça veut dire, docteur, qu'on l'a compris, la formation doit totalement se repenser, la formation des médecins doit totalement se repenser, mais est-ce que ça veut dire aussi que le système de soins lui-même doit totalement réfléchir à, je pense, en vous écoutant, M. Plantevin, à cette espèce de mythe du dossier patient, parce que ça pourrait être effectivement quelque chose qui pourrait permettre d'avoir une suivi, une traçabilité de l'amont jusqu'à l'aval, et on en est encore loin. Donc est-ce que ça veut dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est un système de soins qui doit, lui, se repenser totalement ? Bien évidemment. Mais de toute façon, par quel bout vous prenez, vous tirez la pelote et vous dézinguez tout le système de santé. Que vous preniez le mode de rémunération, que vous preniez l'organisation, l'installation, la formation, à chaque fois, vous bouleversez complètement le système. C'est indispensable. La formation est complètement ringarde. On n'apprend rien de l'empathie, on n'apprend rien de ces domaines-là. On est encore dans l'anatomie. L'anatomie, elle est évidente. Aujourd'hui, un garçon de 3 ans, un gamin de 3 ans, il dit « Oh, regarde là, il y a une boule sur le rein ». Il voit la tumeur, c'est obvious, parce qu'on a une imagerie exceptionnelle qui ne demande plus quasiment à interpréter. C'est évident, l'image devient évidente. L'homme devient transparent. Donc tout ça va être bouleversé et c'est toujours difficile. La grosse difficulté, c'est le changement des sociétés et non pas le changement des technologies, vous le savez bien. Et donc on va mettre du temps, ça va faire des grèves, des râles et des machins, on le voit déjà, des gens qui vont s'agripper. Parce que si on ne leur propose pas aussi un projet dans ce nouveau système qui va arriver, là vous aurez la révolte la plus totale. Il faut donc embarquer tout le monde avec une possibilité pour chacun de pouvoir exister à nouveau, peut-être sous une forme différente. Et on fera plusieurs métiers dans notre vie, comme dans le reste de l'activité humaine.
La vraie question, c'est que le malade va être de plus en plus autonome. C'est vrai qu'à partir du moment où on pourra mettre son dossier, ce que j'appelle soi-même, c'est-à-dire tout ce qu'on est, sa taille, son poids, à la limite, sa religion, pas sa religion, j'aime les brocolis, je préfère les petits pois, j'adore Bach et pas Beethoven, bref, vous pouvez vous décrire en 1000, 10 000 items qui vous décideront. Et ensuite, vous irez à des systèmes experts qui vont, à partir de symptômes que vous aurez décrits, vous donner le diagnostic. Et vous avez déjà les petits skin vision là sur votre smart, vous pouvez regarder votre peau et on vous dit si c'est dangereux. Vous avez l'otoscope, vous avez des échographes aujourd'hui qui sont grands comme une mini-tablette. Une mini-tablette. Donc vous allez vous faire votre diagnostic. Merci les hypocondriaques qui vont se passer la journée avec la sonde sur le bide. Mais ça, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais on va être là-dedans. Et donc on va être de plus en plus dans l'autodiagnostic, ce qui est bien. Attendez, pour un tas de pathologies, il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin. On doit être là pour ce qui est, non, je le répète, non programmable, de ce qui est imprévu, improbable, impalpable. On est là pour la rareté. C'est ça notre métier demain. Donc avec les erreurs possibles de la rareté. Ne résistons pas finalement devant un mouvement qui est inéluctable et qui finalement est bénéfique pour tout le monde, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, bien sûr. Pour les malades en premier et pour les gens bien portants aussi, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ils vont pouvoir se faire suivre ça là non plus. Assurer leurs 10 000 pas par jour. Moi, j'en ai marre des 10 000 pas. J'ai envie de confectionner une petite application qui me branlera mon portable pour me faire les 10 000 pas par jour. Comme ça, je serai vachement content. Parce qu'il y en a un peu marre aussi, tout de même, dans ce système où on est de plus en plus coaché, quoi, si vous voulez. Quand je vais sur Internet et que je regarde qu'à l'âge que j'ai, je reçois des pubs pour obsèques, pour baignard avec porte, pour fauteuil roulant et pour escalateur d'appartement, fuck. J'en ai marre. Hein. Voilà. Alors, derrière cela, ce sera ma dernière question, parce que je pense qu'il va y avoir plein de questions dans la salle. En même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Mais c'est tout ça. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Non, mais allez-y. Oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure, finalement. Oui. La relation à mon médecin, parce que ces technologies, elles n'inspirent pas confiance. Elles sont froides, elles sont métalliques. Vous n'allez pas... Attendez, vous avez une intelligence artificielle qui vous fait le diagnostic de cancer de prostate. Alors, elle est équipée d'une voix à la Scarlett Johansson, comme dans Her. Oui. Bonjour, vous avez un cancer de prostate stade 2, grade 3. Tapez 1 pour en savoir plus, 2 pour choisir le traitement, 3 pour pouvoir avoir un conseiller. Eh bien, vous allez aller chercher le conseiller. La personne, l'humain qui est là, raconte-moi, Paul, comment ça se passe? C'est quoi ce truc? Tu peux me dire? On a besoin de ça, on a besoin des larmes, on a besoin de se toucher. Plus on sera devant les écrans, plus on va exploser. Et on aura besoin de se voir en présentiel. Donc mon métier, il va être d'être dans la relation la plus pure, la plus franche, la plus belle. C'est ça la médecine. La technologie, c'est après. Monsieur Plantevin, sur cette question-là. Oui, je suis totalement d'accord avec le professeur Valencien. La technologie numérique et l'intelligence artificielle en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas intelligente. Elle est probabiliste et statistique. Donc ce que c'est faire un algorithme d'intelligence artificielle, c'est faire des calculs statistiques. Pourtant, elle va apprendre par elle-même, j'ai entendu. Éclairez-moi un petit peu, parce que j'ai peut-être un peu de mal à faire la différence entre cette capacité à apprendre par elle-même, peut-être à produire parfois elle-même du savoir, et vous me dites qu'elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente dans le sens où l'humain, il est capable d'émotion, il est capable de créer. Okay. Une intelligence artificielle ne sera jamais capable d'émotion. En revanche, elle saura améliorer son processus de calcul probabiliste en s'appuyant sur toujours plus de données. Mais on restera dans un calcul probabiliste. Donc la technologie ne permet pas ce supplément d'âme, cette dimension particulière qui est le propre de l'être humain. Est-ce que dans le domaine qui est le vôtre, Monsieur Pluquet, à Biomérieux, ces questions-là se posent, ces questions du rapport à l'homme, peut-être derrière des questions de l'éthique ou des choses comme ça se posent Moins, parce que finalement vous êtes plus centré sur l'objet, si j'ose dire. Oh non, pas du tout. Je pense que, là, c'est un autre débat, mais la motivation profonde du groupe historique de la famille Mérieux et puis de tous les gens qui travaillent dans la société, c'est la santé publique. Hein. Ça, c'est une évidence pour nous. Et l'entreprise, c'est juste un moyen d'y arriver. Donc, ça nous cause. Pour l'histoire du médecin, c'est une évidence aussi. On a beaucoup discuté avec des gens d'IBM. Vous savez que peut-être IBM a lancé une grosse initiative qui s'appelle Watson Health. Watson, c'est un système informatique d'intelligence artificielle qui a gagné contre l'humain dans un jeu qui s'appelle Jeopardy aux US. Hein, et c'est un jeu assez incroyable où on doit répondre, on doit trouver la question à des réponses. Alors je ne sais pas si vous avez vu le jeu aux US, ça va à une vitesse incroyable, quoi. Et les gens qui sont des champions de ça sont assez impressionnants, quoi. Et la machine a gagné contre ça, en langage naturel. Donc on parlait à la machine, quoi.
Donc ils ont lancé à partir de ça une grosse société qui s'appelle Watson Health avec 700 personnes à la création, donc quelque chose de massif. Ils ont racheté plein de sociétés, 4 milliards d'acquisitions, voilà, un gros truc. Et ben ça décolle pas parce que malgré la puissance du calcul, il manque une dimension médicale humaine qui n'est pas encore. Quoi. Quand vous dites ça ne décolle pas, c'est-à-dire regardez leurs résultats, c'est pas du tout évident qu'ils arrivent à implémenter les solutions dans la vraie vie des patients et dans la vraie vie des médecins. Et ça ne décolle pas, pourquoi? Peut-être c'est trop tôt, peut-être c'est. Mais je pense que fondamentalement, il manque dedans l'élément qui a été décrit à l'instant, qui est la relation entre le patient et le médecin. Ça, c'est fondamental. Et c'est sans doute ce sur quoi on doit être vigilant dans l'appareil d'un table ronde tout à l'heure. On se disait, c'est la dimension essentielle qui formera la génération 2050. Et puis il y en a une autre, je pense, c'est que les gros systèmes comme ça, on parle beaucoup de big data, et tout ça va tout faire, ça va tout remplacer. Peut-être, moi, je sais pas, en partie peut-être. Il y a plein de moments dans la vie d'un patient, dans le parcours d'un patient, où il y a des moments clés de décision. Donc, Watson Health ou d'autres solutions comme ça, c'est des solutions massives qui me disent on va remplacer le médecin, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas ça la vraie vie des patients dans l'hôpital. Il y a encore des gens qui vont à l'hôpital quand même. Hein. C'est pas que des gens sur Internet. Hein. Il y a des gens qui sont infectés, qui ont un sepsis par exemple, qui peuvent mourir dans la journée. Là, il faut faire quelque chose très très vite. Et dans des situations particulières, il faut des solutions spécifiques, ultra rapides, intelligentes, bien fichues. C'est pas Watson, ça c'est les gros machins très science-fiction. La médecine en pratique à l'hôpital, c'est pas ça. C'est des points clés critiques. Qu'il faut régler. C'est dans ces moments-là que... Sans doute, ouais. Je sais pas, quelqu'un qui sort de chirurgie, enfin de transplantation, il a des... c'est pas évident à gérer. Hein, donc voilà, la médecine, c'est compliqué aussi. L'enjeu 2050, ça ne va pas être la réparation, parce que ça, on est tous d'accord que tous les outils numériques les plus complexes, les plus sophistiqués doivent aider. Quand on voit nos parkinsoniens, que mon collègue Benabid arrive à arrêter de trembler avec son électrification grâce à des électrodes intracérébrales, c'est merveilleux. On a tout récemment, une équipe a pu montrer que des Alzheimer récupéraient 20% de mémoire en allant électrifier l'hippocampe. Tout ça, je dis, mais bravo, on est tous très heureux de voir qu'on peut réparer les malades. Mais demain, on va me demander d'augmenter l'homme sain, en tant que chirurgien, d'aller pucer les gens. Or, on est complètement schizo, parce qu'à la fois, on interdit les anabolisants chimiques aux Jeux olympiques, on interdit les combinaisons qui ressemblent à la peau de requin pour les nageurs, et on voudrait accepter les anabolisants numériques. On est grave. On ne sait plus où on est. Elon Musk signe avec Bill Gates et Hawkins, Stephen Hawking, un appel il y a 1 an et demi sur « Attention, l'intelligence artificielle va nous déborder, stop ». Il injecte des millions de dollars dans une fondation pour ce faire, et en même temps, il crée Neuralink. Et il veut nous pousser pour se retrouver dans un nuage rose, tous là-bas, une espèce de noosphère à la Teilhard. Mais ils sont malades, les mecs du côté du Pacifique. Il y a un truc qui ne va plus, si vous voulez, on se demande. Et on va me demander, et vous avez des jeunes qui veulent... Ah mais tu sais, c'est pas mal, moi j'aimerais bien avoir plus de mémoire, plus de cognition. Il n'y a rien sur l'amour. On vous parle de QI. Qu'est-ce que c'est que le quotient intellectuel? C'est 0,1% de ce qui nous fait être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la densité d'être, c'est la profondeur, c'est la relation, c'est l'amour, c'est l'amitié ou la haine en même temps, parce que les deux sont... Il faut des deux, il y a de l'amour s'il y a de la haine, il y a de la joie s'il y a de la tristesse. Et c'est ça qui est terrible. Non, mais on est dans un monde de plus en plus normé. C'est intéressant ce que vous évoquez, docteur, parce que, professeur, je pense pas qu'on pourrait éventuellement arriver à ce type de questions, et puis après on va ouvrir la parole au public. C'est tout le débat autour du transhumanisme. Ben oui, mais on va nous demander, nous, en tant que médecins, d'augmenter les gens. On va nous le demander, parce qu'on sait faire. Donc il y a une forme de schizophrénie, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a à la fois, on va nous le demander, la nécessité de plus en plus d'aller vers ces technologies supplétives. Mais la frontière est difficile. Quand, vous voyez, quand on vous dit mais la chirurgie plastique, c'est déjà de l'augmentation. Non, parce qu'on ne se fait pas refaire le nez, les seins et les fesses si on ne se sent pas bien, quoi. Je veux dire, si on se sent bien, donc c'est qu'il y a un manque. On me dit, et le Viagra? Bah non, le Viagra, c'est quand même, on a quelques problèmes d'érection pour le bouffer, ou si on va bien, c'est pour être encore un peu meilleur. Là, on triche. On me dit, mais et la vaccination? Ben non, la vaccination, c'est un système, nous avons un système immunitaire qu'on active, c'est tout, ce n'est pas une augmentation. Donc tout ça, non mais c'est très flou parce qu'il n'y a pas d'homme normal. Non, mais ça me ramène à un mot tout à l'heure qu'on a beaucoup utilisé, c'est la notion du discernement, finalement. Oui. C'est où est-ce que ça va se jouer entre une volonté, si j'osais dire, technologique, et puis des questions un peu que je posais tout à l'heure, des questions de valeur, des questions... Juste un point, on va être amené à réfléchir à cela tous ensemble, parce que les Chinois ne pensent pas comme nous, les Indiens d'Inde non plus, les Américains plus comme nous, depuis qu'ils sont partis. Approchez bien le micro. Non, mais la vraie question, c'est qu'il va falloir qu'on se réunisse tous de civilisations différentes pour réfléchir. Moi, j'ai proposé au président de la République une COP digitale. La COP climatique a fait prendre conscience au monde des dangers.
Il faut faire la même chose. Je ne suis pas du tout un bioconservateur, je suis un super technoprogressiste. Mais attention, moi j'ai envie de rester homme, et si on me puce, ce ne sera plus moi qui va être le maître de ma personne, c'est celui qui m'aura pucé, ou le hacker en jeans et Stan Smith à l'autre bout du monde, qui va me bouffer la gueule en faisant de moi ce qu'il veut. Donc c'est terrifiant de penser ça. Enfin, arrêtons-nous, il y a un moment où nous restons nous-mêmes une individualité. Commentaire, et puis on va vous donner la parole, parce que je pense que ça va suggérer un certain nombre de réflexions. Oui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la technologie, quelle qu'elle soit, aussi puissante soit-elle, elle n'est pas déterministe. Elle ne définit pas elle-même un chemin et un objectif. Ce qui conditionne ce qu'on en fait, c'est nous, c'est l'homme. Et le principal risque qu'on peut voir dans ces technologies émergentes qui, manifestement, ont un potentiel de transformation très importante, c'est qu'elles sont encore aujourd'hui détenues par un nombre limité d'acteurs. Par un nombre limité d'acteurs qui possèdent des moyens très importants et qui donc peut orienter ces technologies dans une direction ou dans l'autre. Donc il faut que nous soyons, en tant que citoyens, extrêmement vigilants et ne pas laisser faire. Ne pas laisser faire. Commentaire, M. Pluquet, sur ce qui vient d'être évoqué, puis je pense qu'on a fait le tour et peut-être voilà. qu'on passe aux questions. Alors, monsieur, voilà, est-ce qu'on peut donner un micro à ce monsieur? Voilà ce qu'on a. Non, pas de micro. Personne pour passer les micros. Alors attendez, je vais vous donner le mien. Oui. Vous avez un micro, madame? Attendez, je vais vous donner le mien parce qu'on a besoin de micro pour que... On va se partager. Oui, on vous écoute, monsieur. Merci pour cette présentation tout à fait fascinante. Je trouve que quelque chose a été suggéré, mais n'a pas été prononcé, c'est le mot d'éthique. C'est-à-dire que, en fait, la médecine a toujours été proche de discussions éthiques. Voilà. Et il me semble que la dernière déclaration du professeur Valencien a ouvert là-dessus. Et d'autre part, comment résister à la logique de marché? C'est-à-dire, on s'aperçoit bien que le marché technologique, pour ne pas parler du marché pharmaceutique, a une logique qui est difficile à prendre en compte. Voilà. Et je voudrais savoir comment on peut faire. Alors, qui veut répondre Merci. à cette question sur la logique du marché, peut-être Et puis après, on donnera la parole à ce monsieur-là. Moi, je répondrai surtout sous l'angle des technologies. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les principaux promoteurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui ont ouvert ces technologies dans le monde de l'open source et dans le monde du libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été conçus par Google, par Facebook, par Microsoft, sont accessibles dans le monde libre, ce qui permet à des acteurs, industriels ou pas industriels, de s'approprier ces technologies pour un usage à des fins thérapeutiques. Donc on n'est pas tout à fait dans la même organisation que dans le médicament, où les laboratoires, effectivement, avaient pour objectif d'identifier de nouvelles molécules et de déposer des brevets pour les protéger, de façon à avoir un retour sur investissement par rapport à l'énorme investissement que nécessitait leur découverte. Là, l'approche est un petit peu différente. Personne ne peut dire ce que ça augure et comment tout ça va évoluer, mais en tout cas, l'approche est un petit peu différente en termes de marché. Par rapport à ça, comment se pose, c'est le deuxième volet de sa question, la question de l'éthique par rapport à ça? Est-ce que c'est simplement le fait de mettre à disposition de tout le monde? Parce qu'on voit bien l'emballement possible qu'il peut y avoir derrière. Est-ce qu'il faut poser des règles? Ou est-ce que c'est une responsabilité de chacun? Comment la question se pose? Je pense qu'il faudra poser des règles et définir des bonnes pratiques, mais est-ce qu'on en sera capable? À quel horizon et par quel parcours? 2050, c'est demain. Par quel parcours? C'est pas facile à identifier. Professeur? Alors, on est effectivement dans un énorme marché. C'est pas du business, c'est du business. Voilà. C'est-à-dire que vous likez tout le temps, vous avez des amis, il y a 2 milliards, paraît-il, 2 milliards 500 millions d'amis sur Terre, ça m'étonnerait quand même. On a tout juste des relations et puis on vous follow. Voilà, on vous like, on vous follow. Et alors la dopamine marche à fond. C'est exactement comme les slot machines dans les casinos. Vous remettez 1 euro parce que vous voulez gagner. C'est comme ça que ça marche. Et le système est pacifique, là encore, au sens de l'océan. C'est quand même la DARPA américaine, l'agence de recherche avancée,
de l'armée qui finance à tour de bras les startups de la Silicon Valley et les gros groupes comme Google, Apple. Et c'est Hollywood qui s'embarque pour faire des films qui nous montrent le système de demain. Donc tout est calculé, tout est fait. On est dans un immense business, ça c'est clair. Et les Chinois font pareil. Et nous, les petits Européens et les Français, dans notre climat gentil, qu'est-ce qu'on fout? Rien. On n'a aucune boîte capable de lutter contre eux. Facebook a 14 ans, Twitter a 11 ans, Apple a 40 ans. Il n'y a rien en Europe. Nul. On est zéro. On a perdu la bataille. Je n'ai pas dit la guerre, mais on a perdu la bataille. Et pourtant... Quand on regarde... Et que faire alors pour ne pas perdre la guerre? Alors l'éthique, mais bien sûr l'éthique, mais vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, quand une idée arrive, l'Amérique la développe, la Chine la copie et l'Europe la régule. Eh bien oui, après tout, c'est peut-être aussi nos valeurs. Je suis désolé, c'est probablement ce qui nous reste. Mais on va nous dire, oui, c'est parce que vous n'avez rien que vous nous emmerdez à nous empêcher de faire. Il ne s'agit pas d'empêcher, il s'agit de réfléchir ensemble à l'utilité, au bénéfice, risque de ces technologies exceptionnelles que nous avons en main. Comme en médecine, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc, c'est tout. Et ça, je pense qu'on peut le voir, mais pas à l'échelle de l'Europe. Hein. C'est à l'échelle du monde qu'il faut le faire. Parce que la relation, un Chinois, les droits de l'homme, il ne sait pas ce que c'est. Je suis désolé, il compte la masse, il compte le groupe. L'individu n'existe pas. Nous avons poussé l'individualité à un stade presque trop, si vous voulez. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux de mon corps. C'est faux. C'est la négation de la société, ça aussi. Il faut se méfier. Hein. Donc on est dans deux systèmes qui devraient se retrouver à terme grâce à ces technologies. C'est l'enjeu, donc finalement voilà. C'est un des enjeux. Monsieur Pulquet, vous souhaitez réagir sur la question qui est posée, de la place qui est la vôtre? Non, sur l'éthique, je ne veux pas dire grand-chose, je pense que ce n'est pas ma spécialité. Je pense qu'on est plutôt éthique en général dans notre maison, enfin historiquement, enfin, vous dites le contraire. Je ne sais pas, vous dites qu'il n'y a pas d'acteurs en Europe du monde de l'Internet, ça c'est une évidence, mais il y a d'autres acteurs qui sont actifs. Hein. Faut pas désespérer, je pense que il y a en Europe une industrie de santé qui est quand même, et en France en particulier, qui est assez brillante. Hein. Mais on a aussi une manie de taper sur ce qu'on a en général en France. Alors il y a eu des problèmes dans certains laboratoires pharmaceutiques, peut-être, mais si vous regardez sur le long terme ce qui s'est passé en termes d'amélioration des conditions de santé, c'est manifeste. Et les industriels font partie de ça. S'il n'y a pas d'industriels pour mettre sur le marché des médicaments, des instruments, des machines, des imageurs et des tests diagnostiques, ça ne progressera pas. Donc il faut être aussi fier de ça. Il faut qu'on arrête en France de taper toujours. Éviter d'être sur des formes de manichéisme, c'est ça? Je pense, oui. C'est ce que vous êtes en train d'évoquer. Un peu compliqué, ouais, donc, Oui, monsieur. Ça marche. Merci. Bonjour. Alors, ça marche pas très bien, comme vous dites. 1, 2. Voilà. Donc, il faut appuyer fort. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et cette table ronde éclairante. Moi, je voudrais évoquer un sujet qui est un peu connexe, qui est celui de la prévention. On comprend très bien, après vos présentations, les enjeux qui sont autour des nouvelles technologies pour la prise en charge du patient. Il y a également de gros enjeux, notamment dans la prévention et surtout, moi je pense particulièrement à la pratique du secourisme. Je rejoins M. Pulquet sur l'efficacité socio-économique et je pense surtout à celle qui est très forte par rapport au secourisme, qui fait économiser énormément de frais pour la collectivité. Je rejoins également le professeur Valencien sur la place du présentiel et de la relation humaine avant de réfléchir aux méthodos et aux outillages technologiques. Ma question est simple. Est-ce que vous avez des clés pour favoriser, démocratiser ou éventuellement dédramatiser la pratique des premiers secours dans le cadre de la prévention à d'autres formes de prise en charge? Est-ce que... Oui, je vous en prie. Bien sûr, mais ça va au-delà des premiers secours. La prévention est un thème essentiel. Elle est très peu développée en France. On doit dépenser 4 ou 5% maximum sur les 200 milliards que l'on a. Il faut aller beaucoup plus loin, notamment au travail. Et j'ai proposé à la ministre de la Santé de créer 50 à 100 000 conseillers en santé qui devront être dans les entreprises, dans les administrations, dans les écoles et dans les universités pour parer au burn-out, repérer l'addiction, voir qui ne va pas bien. C'est ça, il faut être sur les lieux de production, sur les lieux de travail pour que ça se passe. Et c'est tout à fait bénéfique parce que les entreprises ont intérêt à le faire. Je sais que Peugeot avait fait ça sur la bouffe à la cantine et ils ont pu réduire le poids d'un certain nombre d'obèses qui travaillaient mieux. Donc ce n'est même pas philanthropique. Hein. À la limite, c'est utile à l'entreprise parce que ça permettra une productivité augmentée. Hein. Mais est-ce que les technologies peuvent jouer un rôle là, à ce niveau-là, là-dessus?
Je pense que alors ça va un peu plus loin que votre question, mais on parle beaucoup vous savez, de médecine 4P. Dans un des 4P, il y a la partie prédictive, médecine personnalisée. On va cibler un patient particulier, on va le caractériser jusqu'au trognon pour faire quelque chose d'intelligent sur ce patient-là. Il y a aussi des gens qui pensent que la médecine publique de précision, c'est beaucoup plus efficace aussi. Publique, c'est-à-dire gérer des populations à l'échelle d'une région, d'une ville, d'un hôpital, d'une nation. Et ça, c'est extrêmement intéressant en termes d'efficacité, disons, médicale en général, mais c'est compliqué à financer parce que déjà, le système classique sur des patients est très contraint, notamment en France. Quand vous voulez mettre un nouveau médicament, un nouveau système sur le marché, c'est vraiment pas simple. Quand vous voulez parler de solutions qui concernent l'ensemble d'une société, d'un groupe, c'est encore plus compliqué, mais je pense que c'est une des solutions. Il paraît que les gens tombent pas malades, quoi. Et donc cette notion de médecine publique de précision, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Et donc les Américains sont, comme d'habitude, un petit peu en avance. Donc il y avait aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la FDA, l'autorité qui réglemente la mise sur le marché des médicaments et des aliments. Et ils ont une politique extrêmement, disons, progressiste d'une santé publique de précision, voilà, l'épidémiologie, etc. Commentaire, monsieur? Oui, simplement peut-être. Je crois que la prévention est un domaine effectivement qui se marie bien avec les technologies qui émergent aujourd'hui, et en particulier ce qu'on appelle le quantify self, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'individu à collecter des données qui le concernent pour prendre davantage conscience de son comportement. Quand on est capable de mesurer son activité physique, la qualité de son sommeil, les calories qu'on perd, etc., ça peut paraître accessoire, voire trivial. En plus, c'est des données qui remontent direct dans le cloud. On ne sait pas qui va s'en servir, mais il y a certainement quelqu'un qui va trouver une bonne façon de s'en servir, sans vous en informer. Mais ça a aussi des vertus pédagogiques par rapport à l'individu qui prend conscience d'un certain nombre de choses et qui peut faire évoluer son comportement. C'est vrai que la prévention, de ce point de vue-là, elle peut bénéficier de ces technologies. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? On a encore un petit peu de temps pour d'autres questions. Monsieur, on va vous apporter un micro. Levez bien la main. Voilà, merci. D'accord. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, on parle de dévoreurs de données. On va être fiché médicalement. On va être classé. Et on a franchi la limite du secret médical. Et peut-être on mettra le pied dans l'ouverture d'une discrimination. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, c'est un problème qu'on rencontre dès aujourd'hui dans plein de pays. Donc Biomérieux opère dans 140 pays. On a très souvent cette question-là. Donc quand on met sur un site hospitalier par exemple, des solutions en place, notamment numériques, instantanément vous avez la question sur les données des patients, le contrôle. Et je peux vous dire que c'est même quasiment paranoïaque à ce niveau-là. Donc, en France encore, ça va pas trop mal. Aux États-Unis, c'est devenu une complexité énorme. C'est-à-dire que dès que vous touchez un bout de données, vous avez des demandes il faut tout encrypter, il faut que tout reste sur le site, il ne faut pas héberger les données en dehors du pays. Enfin, donc, je pense qu'il y a une surprotection, plutôt que ce que vous êtes en train peut-être d'évoquer là. En Europe, c'est parti pour ça, parce que la réglementation européenne est partie, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, on invente, et puis en Europe, on régule, et puis on régule très très fort. C'est parti pour être extrêmement contraignant. Et des fois, on se demande si c'est pas au détriment du patient à la fin, parce que vous allez mettre en œuvre des procédures de contrôle qui sont extrêmement fortes, qui vont obérer, qui vont limiter la mise sur le terrain de solutions qui seraient bénéfiques pour le patient. Donc mon souci, c'est pas tellement le risque que vous évoquez là, c'est le fait qu'on va sans doute être en difficulté pour mettre sur le terrain des solutions qui pourraient être efficaces. C'est plutôt mon sentiment. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'extrapoler sur ce fameux principe de précaution qui avait au départ sans doute des vertus et qui devient complètement... Qui devient omniprésent. Il n'y a pas eu très longtemps, chez nous, on a eu une présentation de quelqu'un de l'école de management de Lyon qui évoquait les grandes démocraties. Et son point, c'était que plus les gens sont libres, plus les gens sont individuels, plus les gens regardent le nombril,
plus il y a au niveau des groupes des normes, des contraintes, des lois, des règlements, le principe de précaution, ça fait partie. Voilà. Ça devient une espèce de carcan comme ça qui fait que dès que vous prenez un risque, c'est pas possible. Voilà. Ça, oui. Dans cette pièce, vous avez des centaines de règles qui vont régler le matériau de cette pièce, la contenance de cette bouteille. Enfin, ça devient impossible, quoi. Et ça peut être aussi un frein à l'innovation. Et notamment dans les situations médicales où de temps en temps, il faut un peu plus de risques peut-être que ce qu'on essaye de faire de temps en temps. Oui, allez-y. Non, mais bien sûr qu'il faut du risque. Surtout pas. Moi, je suis un total réfractaire au principe de précaution, en recherche notamment. La recherche doit être libre, les chercheurs doivent pouvoir aller nous faire comprendre le monde. La difficulté, c'est l'utilisation des dérivés technologiques de la recherche qui peut poser problème. Mais je pense qu'on va aller vers une société où le mensonge et la dissimulation vont devenir des vertus. Parce que pour me protéger, je vais être obligé de mentir de plus en plus. Je ne mettrai pas ma date de naissance, je changerai mon prénom. Déjà, le pseudo m'énerve, mais parce qu'on ne sait pas qui il est. Mais on va être obligé de mentir tant on a accumulé de données sur chacun d'entre nous. Donc on est comme des pions. Et la seule façon de nous en sortir, c'est avec nos intelligences lentes et pataudes par rapport à ce que peut faire un ordinateur dans un domaine très particulier. Mais l'accumulation des datas déjà obtenues est quelque chose de considérable. Donc il va falloir qu'on triche. Et moi, je suis très heureux de me dire que je vais peut-être finir ma vie en mentant. Ça me ferait tellement plaisir. Pas aux copains, bien sûr, mais à la machine. Monsieur Planteval. Oui, je voudrais juste ajouter un point qui me paraît important, c'est que la donnée personnelle de santé, c'est sûr que c'est quelque chose de très sensible, mais réfléchissons chacun d'entre nous. Si demain on est atteint d'une pathologie chronique grave qui met en jeu notre pronostic vital, et que le fait d'avoir partagé des données, le fait que des données aient été disponibles, et que des systèmes, quels qu'ils soient, aient pu identifier un diagnostic et un traitement, est-ce qu'à ce moment-là, j'aurai le même regard sur la notion de données personnelles de santé? Voilà. On veut la protéger tant qu'on n'a pas besoin. Si demain, on est individuellement malade, engagé dans un processus où l'intelligence artificielle peut nous aider à nous en sortir, peut-être, je dis bien peut-être, et puis c'est une question qui regarde chacun d'entre nous à son fort intérieur, hein, peut-être que notre regard changera sur la notion de données personnelles de santé. Oui, je t'en prie. Vous avez raison, mais regardez, aujourd'hui, les malades nous envoient tous les jours par Internet leur dossier complet. Il n'y a aucun problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le résultat et un échange. Donc ça ne les gêne pas que là-dessus, au-dessus, ça regarde. Mais demain, effectivement, un assureur pourrait choper le truc et lui augmenter sa prime parce qu'on s'apercevrait qu'il a un cancer. Donc c'est ça qui est terrible. La liberté, effectivement, de passage d'informations, elle doit augmenter et ça va nous permettre de mieux soigner plus tôt. Mais ensuite, ce sont les rôdeurs, les vautours, oui, c'est ça, qui sont là, qui... Voilà. Oui, c'est ça, il n'y a pas de déterminisme dans la technologie, hein, c'est ce que vous évoquez. Madame. Moi, j'ai une toute petite question. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de la psychiatrie? Alors. Non, mais vous êtes psychiatre? Non, je ne sais pas. En tout cas, la psychiatrie, Freud est mort. Il nous a raconté des trucs, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les neuroscientifiques d'aujourd'hui, hein, complètement. Mais Freud est mort. Lacan est mort. Ils nous ont raconté des trucs insensés quand on regarde. Donc on attend, ça vient peu à peu. On n'est pas prêt de décrypter exactement comment notre citron fonctionne, parce qu'effectivement, on a des électroencéphalogrammes qui montrent des ondes alpha, bêta, theta, on a des résonances magnétiques nucléaires qui nous montrent des belles illuminations, mais on ne sait pas du tout comment ça se passe. On connaît les neurones, qui sont, en fait, c'est la rue de Rivoli, avec la circulation, les neurones, mais l'intelligence, elle est dans les immeubles. Et ça, on ne la connaît pas. Mais est-ce que, pardon, donc, je ne sais pas si c'est votre question, est-ce que les nouvelles les technologies vont nous permettre de décoder... D'améliorer, bien sûr. C'est un peu ça. Hein. Bien sûr que la psychiatrie va devenir de plus en plus scientifique. Alors, comment? Et la médication on vous aussi. donne un micro, madame, parce que c'est mieux. Non, madame. Permettez que tout le monde en profite. Dans la mesure où la médication a ses pour et ses contre, comment envisagez-vous l'avenir? Alors, ma question est large, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a des tas et des tas de choses. Mais il n'empêche que l'esprit humain, celui qui le comprend mieux, c'est l'humain. Vous avez raison. Ça peut être la question de l'avenir de l'esprit humain. Voilà, comment alors, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai énormément d'amis qui sont dans ce domaine-là, qui sont plutôt des anti-médications, parce que c'est une manière, alors selon eux, bien entendu, de réduire le nombre de personnel dans ces domaines-là
Donc ils sont en UMP, hein, donc c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc ma question est-ce qu'il y a une parade dans tout ce que vous nous dites, dans tout ce que vous nous Est-ce qu'éventuellement les technologies vont nous permettre d'approcher la personne dans sa... Est-ce qu'il y a une parade dans la mesure où, selon les gens qui sont dans ce milieu-là, c'est vraiment l'humain qui est de l'humain? Et les deux, regardez, les autistes, les petits gamins autistes vont mieux quand ils sont face à un petit robot Nao. Parce que l'autiste, nous sommes des êtres compliqués, trop compliqués. Notre visage est trop compliqué pour un autiste, il se referme. Quand on lui montre un visage avec 2 petites billes et une petite bouche qui fait comme ça, il s'ouvre. Donc la technologie peut être un fantastique moteur d'amélioration de notre citron. Et regardez les vieilles personnes dans les maisons de retraite. On trouvait scandaleux de les voir caresser des petits robots paros, les petits phoques. Mais c'est peut-être mieux qu'une aide-soignante acariate qui vient leur foutre une claque toutes les 3 heures. Il faut bien voir. Or, c'est peut-être mieux qu'un chat, parce qu'un chat, il reste 5 minutes. Ceux qui ont des chats savent bien que l'animal est indépendant, il se barre. Parce que le petit robot, on les caresse et ça déstresse considérablement. Tous les personnels soignants dans les maisons de retraite le disent. Ça déstresse les personnes très âgées qui sont un petit peu déjà en début d'Alzheimer. Donc, si vous voulez, la technologie va aider la psyché, bien évidemment. Et peut-être avec moins de médicaments, mais plus de contacts et d'échanges. Est-ce qu'il y a une dernière question pour cette table ronde? Allez, monsieur. Et puis après, petit exercice pour conclure. Monsieur, je vous en prie. Oui, une question enfin, un peu plus pragmatique. Tous ces éléments sont très, très rassurants. Mais moi, je me demande, la question que je me pose, c'est l'accès aux soins. Parce qu'il y aura quand même un coût relativement important de toute cette technologie. Comment tout un chacun... Alors, je ne sais pas aux États-Unis comment ils feront avec les suppressions, par exemple, de l'Obamacare. Mais est-ce qu'il y a vraisemblablement, ce que disait monsieur, il y a des analyses selon les grands continents? J'aurais aimé savoir comment on envisagera cette question, en tout cas. Oui, ça, c'était une question un peu qui rejoint celle que je posais de l'accès aux soins et du principe peut-être de la non-discrimination par rapport à cet accès aux soins. Si la question porte sur les technologies numériques, je ne parle pas de la robotique. La robotique, c'est autre chose. Mais les technologies, en fait, la question est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que les industriels de santé sont assez perplexes avec ça parce que les coûts de base ne sont pas très élevés, quoi. Par rapport à un médicament qui coûte des milliards à mettre au point, ou un test de diagnostic ou une machine, un algorithme, ça coûte de l'argent, mais ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc pour les industriels, la question c'est comment être rentable à la fin, parce que sinon l'entreprise n'arrive pas à faire de marge, elle disparaît, quoi. Donc on revient à la question tout à l'heure, c'est un bénéfice médico-économique, là c'est le côté économique de l'entreprise. Ces technologies sont assez perturbantes pour nous, parce que leur valorisation n'est pas du tout évidente. Et leur protection non plus n'est pas du tout évidente, parce que quand vous développez un brevet pour une molécule, vous êtes un peu protégé quand même. Un algorithme, l'open source, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc les constantes de temps sont plus courtes, donc c'est pas évident pour nous en termes de valorisation. Et donc en termes de mise sur le terrain concrète pour les patients, c'est pas aussi simple que ça. Donc ça interroge le modèle économique. Ah, bien entendu, en plein dedans. Ouais. Monsieur Plantevin. Il y a un autre aspect du modèle économique de ces technologies que l'on occulte en général totalement, c'est que ces technologies sont des gouffres énergivores. Développer un algorithme, ça coûte pas très cher. Lui donner des données à consommer, si on les a à disposition, c'est pas très compliqué. En revanche, à très grande échelle, à l'échelle de la planète, faire tourner ces systèmes-là de plus en plus pour délivrer des services, des diagnostics, ça consomme de l'électricité, tout simplement. Et pour illustrer ça, la blockchain, qui est certainement la technologie la plus énergivore aujourd'hui, par rapport aux ordinateurs et par rapport à un certain nombre de sujets, les spécialistes estiment que la seule blockchain qui gère les transactions du Bitcoin, vous savez, cette fameuse monnaie virtuelle qui est censée transformer le monde, donc la seule énergie électrique nécessaire pour faire tourner cette blockchain, c'est l'équivalent de la consommation électrique de l'Irlande. C'est 3 gigawatts. C'est 3 centrales du budget pour quelque chose qui est plus proche de nous. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est virtuel, c'est dans le cloud, ça ne coûte rien. C'est là, on ne sait pas trop comment. Non, c'est là, mais ça consomme de l'énergie. Et le défi écologique, il est tout aussi important que le défi technologique. Et ça intègre, ça contribue, bien entendu, au modèle économique. Alors, on parle des déserts médicaux.
mais dont on peut faire demain, pas après-demain, des oasis. C'est vraiment pas difficile. Il y a deux raisons, deux conditions à cela. Premièrement, utiliser les éléments de la télémédecine. On est tous à se voir entre grands-parents et petits-enfants à travers nos smartphones, et on ne le ferait pas avec le médecin. Mais c'est scandaleux. Il n'y a même pas besoin de créer des systèmes experts compliqués. On utilise son petit appareil. Les gens de l'île-Dieu le font. Le médecin de l'île-Dieu, il envoie ses radios à son copain de Saint-Nazaire. Il a fait la radio. S'il y a une fracture de ceci, il lui dit plâtre-le sur place ou envoie-le-moi. On n'a pas besoin de choses compliquées. Donc ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est que nous sommes, si vous voulez, dans un monde où on gâche énormément. Nous dépensons 6 milliards d'euros pour de la biologie, 6 milliards et demi pour la radiologie. La radiologie, on sait, et la biologie, c'est 50% d'examen, mais inutile. Même pas normaux, inutiles. La radiologie, mes copains radiologues me disent, on fait 1 fois sur 2 des scanners et des résonances magnétiques nucléaires inutiles. Et après ça, on vous dit, il faut 3 mois ou 6 mois pour un rendez-vous parce qu'on sature les machines d'examen sans intérêt. Les arrêts de travail, enfin, prendre ces maladies, c'est devenu une habitude, quoi. Je veux dire, c'est insupportable. Donc on a des milliards et des milliards. Ce pays est riche. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est ne pas gâcher. On vous dit de faire c'est pas de faire des économies, c'est de ne pas gâcher. Comment, désolé, ne peut-on pas réduire nos 3%? Enfin, quelle famille, quelle entreprise ne ferait pas 3% de moins dans l'année si on lui demandait? Je suis sidéré de ça, moi. Cette espèce d'impossibilité française de réduire son train de vie de 3%. Et donc, on a tous les moyens pour permettre justement l'accès aux technologies nouvelles qui sont toujours chères au début, puis qui ensuite se démocratisent. C'est comme ça quand la concurrence arrive. Regardez le robot actuellement. Chirurgical, il y en a quasiment un seul au monde qui est à 2 millions, plus de 2 millions l'unité, avec 120 000 euros de dépenses de maintenance par an, plus le coût des systèmes, des instruments que l'on plug qui durent 10 fois seulement. Dès que la concurrence, véritablement concurrence, la vraie, solide, va arriver, le robot va être à la moitié de son prix. Et quand on regarde les lithotripteurs qu'on avait pour traiter les calculs, la machine a cassé les calculs. En 80, c'était 1,5 million €. Aujourd'hui, on les a à 200 000. Donc tout ça va se réguler normalement, comme dans toute évolution d'une économie. D'accord. Donc pour la question effectivement qui est liée à l'accès, on peut penser qu'effectivement le jeu de la concurrence fera que les choses se démocratiseront de ce point de vue-là. Mais c'est intéressant d'avoir posé la question énergétique parce que ça va être un peu, enfin indirectement un des thèmes que tout à l'heure on va évoquer. Juste une seconde. Et un troisième point, je voulais vous le dire sur les déserts, c'est 1, utiliser la télétransmission simple. 2, le deuxième point, c'était transférer un certain nombre de tâches à des infirmiers, des infirmières. Un médecin fait au moins 50 à 60% de tâches qu'il peut déléguer à des personnels dédiés qui auraient un niveau master 1 ou 2 en plus. Arrêtons d'avoir des médecins pour tout faire. Alors, je vous donne 30 secondes. Non, gardez le micro, professeur. Pour dire finalement, à travers ce qu'on a évoqué pendant 1 heure, est-ce qu'il y a une idée clé, vous, que vous avez retenue, un point particulier, où vous vous dites, tiens, je le partage avec le public, qu'il parte avec cette idée-là, ou cette question, ou cette remarque qui vous avoue particulièrement... Non, je dis oui à la technologie, bien sûr, embrassons-la, utilisons-la au meilleur escient pour les gens sains et les malades. C'est tout bête, alors ça a un côté Jésus-Christ, superstar. Mais non, c'est ça, mais oui, mais en fait, nous sommes comme ça, et pas plus. Alors de là, faudra-t-il réguler? Je pense qu'il y aura des éléments qu'il faudra interdire, certainement. Il y aura des tentatives de déviation, il y aura des tentatives de digitocratie fortes, hein. Et là, il faudra faire attention. Et c'est peut-être le rôle de l'Europe qui a toujours été humaniste. Moi, je veux du panhumanisme. Je ne veux pas du transhumanisme. Voilà. Ok, très bien. Monsieur Plantin? Oui, moi, je pense que l'aspect le plus important, c'est l'accès aux soins. Si effectivement, la médecine du futur, dans 32 ans, elle repose beaucoup sur des technologies numériques qui sont accessibles au travers d'Internet ou d'autres choses, il faudra simplement que l'humanité ait accès à ces outils et pas uniquement la moitié de l'humanité comme aujourd'hui, parce que sinon cette fracture, elle risque d'être pour le coup définitive et insupportable. Monsieur Pluquet. Plus le temps avance, plus c'est difficile de conclure. Je pense qu'on entend beaucoup parler de techno, enfin dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, de big trucs, de big machins, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer aujourd'hui avec des technos relativement simples, pas forcément très énergivores par exemple, relativement peu coûteuses. Les déserts médicaux par exemple sont éteints, ou des situations particulières dans les hôpitaux par exemple, c'est évident. Donc le grand futur, ça commence maintenant. Le passé, le futur commence maintenant. Très bien. La seconde. Non, mais c'est pour revenir sur ce que vous disiez. Je suis allé souvent, je vais souvent en Afrique.
vous ne mesurez pas le nombre de portables qui est là-bas. Il y a plus de 800 millions de portables pour 1,2 milliard d'hommes. On a le médecin et la banque dans des villages sans eau. Donc, eux sont en train de passer de l'âge de pierre à l'hypermodernité, avec une vitesse folle. Au Rwanda, vous avez des drones porteurs de poches de sang. Vous avez plein d'expérimentations merveilleuses en Afrique. C'est nous qui sommes les vrais ringards, parce qu'on a tous ces corps intermédiaires, toutes ces traditions qui nous empêchent justement de développer ces outils qui faciliteraient les choses. Nous sommes les vieux ringards de la planète par rapport à l'Afrique. On va pas terminer sur ça, professeur. Ah non. Mais quand même, en termes d'utilisation, oui. Ok. Voilà. Écoutez, on vous remercie, messieurs. Merci beaucoup pour ces interventions. On se donne là encore 5 minutes et on va évoquer le troisième sujet.